Bienvenue dans Big Boss, et il y a un peu de changement dans l'émission aujourd'hui puisque j'ai l'honneur d'accueillir Johan Condaerts, rédacteur en chef de l'Écho. Bienvenue. Merci Marie-Noël, bonjour. Bonjour, nous allons co-présenter cette émission ensemble. Et puis l'invité du jour, le Big Boss, c'est Philippe Matisse. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous dirigez le port de Bruxelles et c'est à ce titre-là que nous vous recevons dans cette émission, Johan. Alors, comme juriste, vous êtes au départ juriste et on peut se demander un petit peu comment vous êtes arrivé à ce port de Bruxelles en 2009 déjà. Eh bien, en fait, j'ai été avocat dans une autre vie et puis j'ai eu la chance de pouvoir rédiger les statuts qui ont permis la création en 1993 du port de Bruxelles. Et donc, je trouvais cela tellement intéressant que j'ai voulu m'inscrire dans la logique de pouvoir participer avec les 130 autres personnes à la création du port et puis à faire en sorte que le port croisse et embellisse. Un port qui fête ses 25 ans en plus cette année. Tout à fait. Et vous en êtes devenu le patron. Donc, oui, en fait, au départ, j'ai été plutôt directeur commercial et juridique. Et puis, avec le temps, eh bien, mes actionnaires ont cru bon de me confier plus de responsabilités. Aujourd'hui, j'ai la chance de diriger avec un collègue néerlandophone, puisqu'on est à Bruxelles et donc tout est bilingue, cette belle institution de 131 personnes qui, en fait, sont notre fierté, parce que nous avons la chance d'avoir des collaborateurs tout à fait efficaces. Et c'est la première richesse d'une entreprise publique. Ce sont ses collaborateurs. Et donc, une de mes missions, et j'y attache beaucoup d'importance, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de bien-être dans notre société. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un petit portrait, en tout cas une petite séquence dont on a l'habitude désormais dans Big Boss. Ça s'appelle le bureau du boss, une manière originale d'en savoir un peu plus sur votre personnalité. Voilà, pour un instant, on a pris la place du boss du port de Bruxelles. On constate tout de suite que son bureau est plutôt spacieux et très lumineux. Et on dirait que Philippe Matisse aime travailler en famille. Il y a des photos de ses enfants un peu partout devant son ordinateur. Une map monde qui peut-être indique un certain goût pour le voyage. D'ailleurs, il y a de l'art visiblement africain également sur ce bureau. Puis ce qui nous intrigue également, c'est cette affiche. Elle date de 1922 ou 1914, ce n'est pas très clair. On poursuit notre visite du bureau de Philippe Matisse et on découvre un coin salon. Ici, visiblement, il aime se reposer avec vue sur la République démocratique du Congo. Ça mérite une petite explication. Et quand il se relaxe, le boss, visiblement, aime écouter de la musique. Et sa musique de prédilection, c'est le baroque, amateur de classique sans doute. Bon, il n'y a pas de doute, il y a quelque chose entre vous et le Congo, il y a une histoire à nous raconter. Et puis dans votre bureau, il y a un autre personnage qui est récurrent, c'est celui avec la petite toupette blonde là. Tintin. Alors, tintinophile, monsieur Matisse? Alors, monsieur Matisse, Marie-Noël vous le demande, tintinophile? Oui, en fait, je suis fan de BD et Tintin est un monument. C'est une marque de fabrique de la Belgique à l'étranger. Et donc, l'affiche que vous avez vue, c'est effectivement à l'occasion d'une grande manifestation internationale que cette association internationale que j'ai le plaisir de présider a cru bon de devoir reprendre Tintin qui, avec le capitaine Haddock, a été dans pas mal de ports du monde. Tout à fait. Et puis le Congo, on le voit, il est omniprésent dans votre bureau. Oui, en fait, on a créé à l'époque un partenariat entre le port de Bruxelles et le port de Kinshasa. C'était un partenariat totalement désintéressé dans notre chef, puisqu'il n'y avait pas notre volonté de faire du commerce avec cette belle ville et ce beau port de Kinshasa, mais l'objectif était d'améliorer le fonctionnement de ce port qui est un peu semblable au nôtre, et puisqu'il y a les relations historiques. Et donc, j'ai eu la chance d'être chef de projet et d'avoir même des crédits du fédéral pour pouvoir mener à bien la rénovation de ce port. Alors, c'est une expérience qui a été vraiment très intéressante pour moi. J'y ai été plus de 10 fois, qui m'a marqué. Alors, si on doit faire un bilan aujourd'hui, effectivement, grâce à l'argent que l'État belge et le port de Bruxelles ont pu injecter dans cette opération, eh bien, le port a mieux fonctionné. Mais je dois, à l'évidence, et il n'y a pas un euro qui a été détourné, donc ça, on a eu un bon partenariat à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, le port n'est pas ce qu'il devrait être parce que la partie congolaise n'a pas pu ou voulu réaliser tout ce qu'elle devait faire pour accompagner le partenariat. Donc, c'est une expérience un peu mitigée, mais sur laquelle je suis rebondi parce que j'ai pu devenir un petit peu spécialisé en matière de logistique. Et donc, j'ai créé une petite ASBL qui a pour seul objectif d'assurer le transport porte à porte, sans aucun souci, de conteneurs humanitaires à destination de la République démocratique du Congo. Et ça, j'en suis très fier. Avec mes collègues administrateurs, on a déjà pu transporter plus de 165 tonnes en 9 ans de marchandises qui sont
donc pour du matériel humanitaire et scolaire à destination d'orphelinats, d'écoles, d'hôpitaux. Et donc c'est toujours arrivé à destination grâce à ma connaissance du terrain. Alors on le voit, hein, là vous êtes déjà sur le terrain, donc je crois que c'est l'occasion de découvrir, de revenir à Bruxelles et de découvrir ce port de Bruxelles qu'on croit connaître. Et pourtant, avec Frédéric Duhainaut, nous avons pris le bateau amiral et nous nous sommes plongés au cœur économique de ce port. Ce matin-là, en plein milieu du bassin Vorgotte, un bateau pas comme les autres drague le canal. 40 000 mètres cubes de boue sont extraits ainsi chaque année. Coût de l'opération, plus de 2,5 millions d'euros. Indispensable pour permettre au port de Bruxelles d'assurer sa mission principale, le transport de marchandises des entreprises installées dans la zone portuaire. Nous avons à peu près 200 clients, à la fois des clients qui louent un terrain ou des clients qui louent des entrepôts. Et nous avons ce qu'on appelle, on conclut des contrats de concession avec ces clients. Pour tous les clients qui sont situés le long de la voie d'eau, on demande à ces clients de s'engager sur un certain tonnage à effectuer par la voie d'eau. Oui, l'écluse est prête à faire. Une péniche arrive à l'écluse de Molenbeek. À son bord, du matériel de construction, comme 50% des marchandises transportées par la voie d'eau. Le deuxième type de marchandises qui sont échangées, ce sont les produits pétroliers. Nous sommes ici devant le plus grand dépôt pétrolier de Bruxelles. Et pour la première fois, au premier semestre de cette année, les conteneurs arrivent en 3e position. Le port dispose d'un terminal depuis 2004. Dans ces conteneurs, du vin en provenance d'Amérique centrale et des biens importés par un grand groupe de distribution, mais aussi de la farine produite le long du canal et destinée à l'exportation vers l'Afrique de l'Ouest. Quand on a repris la concession ici, à peu près 5 ans d'ici, on a vu une augmentation moins de 10 000 conteneurs par an. Maintenant, notre target est de transporter 35 000 conteneurs cette année-ci par voie d'eau. Pour assurer le bon fonctionnement de toute cette activité économique et la gestion d'un domaine portuaire qui s'étend sur 14 km, le port de Bruxelles emploie 130 personnes. Plus de la moitié composent les 2 plus gros services, la capitainerie avec son personnel navigant, ses éclusiers, ses pontiers, mais aussi l'équipe technique chargée de l'entretien des infrastructures et du suivi des travaux. Nous avons un contrat de gestion avec la région de Bruxelles-Capitale, qui est notre actionnaire majoritaire, puisque nous avons aussi d'autres actionnaires qui sont la ville de Bruxelles, des communes bruxelloises, mais donc un actionnariat 100% public. Et nos résultats et nos obligations de résultats sont inscrites dans ce contrat de gestion. Mais sans doute la mesure la plus intéressante pour évaluer l'évolution de l'activité portuaire, ce sont évidemment les trafics effectués par la voie d'eau. Et donc par exemple sur le premier semestre 2017, on a connu par rapport au premier semestre 2016 une augmentation de 10% du trafic global par voie d'eau. L'an dernier, le transport par voie d'eau a ainsi permis d'économiser 2000 camions par jour dans et autour de Bruxelles. Oui, c'est un 81 mètres ça. C'est un des plus grands, non? Non, il y a plus gros que ça, 82 mètres, un peu 20. 80, c'est la limite, 82 mètres, c'est la limite. Une activité portuaire qui génère aujourd'hui 12 000 emplois directs et indirects. Revenons un instant, Philippe Mathis, sur ce trafic. On le voit, on se réjouit de cette augmentation du trafic de 10%. Et pourtant, dans la presse récemment, ça a été remis en cause, ces chiffres, par un député maire, M. Gaëtan van Goetsenhoven. Pour lui, ces données sont incomplètes et finalement, il parle même de manipulation. Alors, est-ce qu'effectivement, on compare des pommes et des poires ici ? En fait, lui compare des pommes et des poires. Nous, on compare chaque fois un semestre avec un autre semestre. Donc, en l'occurrence ici, l'augmentation des trafics de 10% au premier semestre 2017 se compare avec le premier semestre 2016. Et c'est normal, puisqu'il y a des activités qui sont plus saisonnières. Mais je veux dépasser la veine polémique à ce sujet pour dire que seul, évidemment, compte le résultat final à la fin de l'année. Et c'est là-dessus que nous serons jugés. Et donc, de par mes informations, je pense qu'on va faire une très bonne année. Je voudrais simplement dire que depuis la création en 93 du port de Bruxelles, eh bien, en trafic propre, c'est-à-dire celui qui est produit par les entreprises portuaires bruxelloises, eh bien, on a quand même augmenté d'1 tiers le trafic par la voie d'eau. Donc, on a fait plus 1 million de tonnes. Ça veut dire qu'on a à peu près 93 000
camions en moins dans les rues de Bruxelles sur ce million de tonnes. Et de manière globale, parce que c'est important aussi à dire, le port participe à l'amélioration de l'environnement dans la région de Bruxelles-Capitale, puisque les 6,5 millions de tonnes qui transitent par le canal chaque année, eh bien, permettent d'économiser 95 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est essentiel par les temps qui courent. Et donc, on a ce rôle environnemental majeur, tout en restant modeste, qui est celui qui est dévolu au port dans la région de Bruxelles-Capitale. Analysons d'un peu plus près, Johan. Monsieur Mathis, évidemment que ces chiffres sont très positifs, hein, on le voit, mais quand on regarde l'évolution du tonnage sur 25 années, finalement, voilà, on le voit à l'instant, ce n'est quand même pas, ce ne sont pas des chiffres qui témoignent d'une croissance folle. Est-ce qu'on ne peut pas encore faire mieux ? Alors, vous avez raison, effectivement, on peut faire mieux. Mais donc, je constate quand même qu'on a augmenté d'1 tiers le trafic depuis la création du port. Donc ça, c'est dû à l'action du port. Ans, ça reste quand même... Ça reste 1 million de tonnes en plus par an. Donc, mais bon, voilà. Donc, alors, il y a 2 facteurs à ça. C'est qu'on est limité avec les surfaces. Il est clair qu'un port comme le port de Bruxelles, il est situé dans les surfaces qui sont imparties à la région. Nous ne pouvons pas acheter de terrain en dehors des frontières de la région de Bruxelles-Capitale. C'est un premier élément. Et nous n'avons que 14 km le long de la voie d'eau. Donc, on doit tout faire pour encore essayer de s'agrandir, mais cette croissance n'est que très limitée finalement, puisque la région est limitée en termes de surface. Donc, on a encore quelques perspectives d'accroissement de terrain, mais je n'en ai plus beaucoup. Et donc, c'est un élément qu'il faut prendre en considération pour bien comprendre que ce qu'on doit faire maintenant, c'est plutôt diversifier les trafics, amener de nouveaux types de trafic, jouer un rôle de facilitateur logistique pour que la région soit moins embouteillée demain. Je vous interromps parce que vous parlez justement de diversification. Il y en a une dans vos projets pour 2030 qui est, et c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est le quartier Evart, hein, le quartier où on vend beaucoup de voitures de seconde main, qui pourrait, et c'est dans vos plans je pense, qui pourrait être transféré, en tout cas tout ce commerce pourrait être transféré vers le nord de la région, vers l'avant-port, où on pourrait, au lieu de transporter toutes ces voitures de seconde main vers le port d'Anvers par camion, on pourrait les transporter par voie d'eau. Où est-ce que vous en êtes de ce côté-là? Exact, effectivement, on pourrait économiser 60 porte-8, des camions porte-8 voitures, tous les jours dans la capitale. C'est énorme, et donc nous avons acheté un terrain pour ça. On a réussi à mettre la main sur un des rares terrains qui sont encore disponibles le long de la voie d'eau. Il a fallu le dépolluer, donc ça on a obligé le pollueur à faire la dépollution, mais maintenant, depuis 2016, on a ce terrain. Et donc, on a déjà lancé un premier appel à projet qui s'est voulu être très ambitieux dans le cadre de la logique de la région de faire un plan canal qui soit digne de ce nom. Et donc, malheureusement, l'appel à projet n'a pas été couronné de succès et nous nous apprêtons à soumettre au conseil d'administration une relance d'un nouvel appel à projet sans doute un petit peu plus simplifié pour quand même essayer de capter une partie des occupants du quartier Evart. Mais il ne faut pas... On parlait de fin 2017, je crois, pour ce projet. Donc, ça veut dire que ça ne se fera pas fin 2017. Non, puisque l'appel à projet n'a pas été clôturé positivement. Alors, si c'est une formule light qui est choisie, on peut imaginer que dès 2019, courant 2019, il y ait un début de trafic. Et donc, peut-être pas encore le summum, mais un début de trafic, ce qui permettrait à certains occupants du quartier Evart de se délocaliser. Mais je ne veux pas ici qu'on croie que c'est le port de Bruxelles qui va résoudre à lui tout seul toute la problématique d'un quartier Evart sur lequel finalement il n'a aucune prise. C'est la région qui s'occupe de prendre toutes les mesures urbanistiques et environnementales nécessaires pour que ce quartier redevienne un quartier. Et là, effectivement, la région fait le job. Nous sommes quelque part, et c'est une stratégie qu'on fait dans beaucoup de dossiers, on a des terrains qu'on essaye de mettre à disposition d'entreprises qui sont situées ailleurs, dans des endroits où elles n'ont plus à y être. Par exemple, le quartier Evart a une vocation d'habitat majeur à développer dans les années qui viennent. Eh bien, nous essayons de mettre à disposition des espaces portuaires qui sont en zone portuaire et donc là où il n'y a pas d'habitat, mais ce faisant, nous permettons alors à la région de construire plus de logements pour les habitants, et vous savez que la région va croître et embellir en termes d'habitants, et donc ça c'est une stratégie qu'on développe avec nos partenaires régionaux.
L'idée est quand même d'encourager ces entreprises que vous accueillez à utiliser la voie d'eau. Alors expliquez-nous pourquoi Bipost, qui vient de débarquer le long du canal, n'utilise que des camions et pas la voie d'eau. Là, il y a quand même un problème. Alors, donc ça, c'est une longue histoire. Mais donc, la région nous a donné en 2003 le terrain qui était le terrain le plus pollué de Bruxelles. Donc nous avons pris toutes les mesures pour le dépolluer. Et aujourd'hui, ce site est entièrement dépollué. Nous avons donc conclu une concession avec un concessionnaire qui devait faire de la voie d'eau. Et puis, la crise est arrivée. Et donc, à cause de la crise, le concessionnaire n'a pas su amener les entrepôts qui devaient permettre d'utiliser de la voie d'eau. Et sur ces entrefaites, ils ont eu des contacts avec Bipost qui souhaitaient s'implanter là. Alors, Bipost, c'est quand même 1500 emplois dans la zone. Hein. Donc, ça a évidemment plu à nos actionnaires. C'est des centaines de camions, mais bien situés par rapport au ring. Hein. On a un jet de pierre du ring. Alors, je vais vous dire quand même quelque chose, c'est qu'on avait fait des travaux pour permettre la connexion de ce terrain de 12 hectares à la voie d'eau en déviant des voiries. Eh bien, j'ai exigé à l'époque, et j'ai obtenu gain de cause, que Bipost ne prenne pas tout le terrain. Donc, Bipost prend la partie arrière du site. Et donc, la partie avant, elle est destinée à une entreprise qui a introduit ses permis pour ce faire, qui, elle, va utiliser la voie d'eau à concurrence de 130 000 tonnes. Est-ce que Bipost va donc payer des amendes? Parce que, justement, vous travaillez comme ça avec les entreprises, vous concédez vos terrains et en contrepartie, elles doivent garantir un certain tonnage. Et si ce n'est pas le cas, il y a des amendes. Non, il n'y aura pas d'amende puisque le terrain de Bipost n'est pas à proprement parler situé à quai. Puisque je viens d'expliquer qu'entre Bipost et le canal, il y a une entreprise qui, sur 2,5 hectares, elle va utiliser la voie d'eau. Donc, on a maintenu une certaine forme d'équilibre. Mon actionnaire m'a dit, vous ne pouvez pas laisser partir Bipost de la région, 1500 emplois à la clé. Votre actionnaire, c'est la région. Et donc, j'ai trouvé une solution qui a contenté tout le monde. Et aujourd'hui, bon an, mal an, vous allez quand même avoir un entrepôt qui aura permis un investissement de 120 millions par Bipost et de l'emploi, puisque sur les 1500 emplois qui sont programmés sur le site, il y a déjà maintenant des demandes pour plus de 250 emplois pour des Bruxellois, parce que sur ces entrefaites, Acteris et la région ont conclu une convention pour permettre à Bipost d'engager des Bruxellois. Nous participons aussi dans cette logique économique de l'emploi. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons 12 000 emplois directs et indirects dans la zone portuaire, et nous avons dans notre master plan un objectif à plus 5 400 emplois à l'horizon 2030. Donc voilà une partie de l'objectif qui est remplie. Alors, dans l'actualité, il y a aussi évidemment un article de l'Écho cette semaine. Alors, on va le voir, mais il traite des ports européens et de l'Europe qui leur tapent sur les doigts. Monsieur Mathis est bien placé pour en parler puisqu'il est président de l'association des ports européens. Et là, comme on peut le voir, la Commission considère que les ports, la Commission européenne, que les ports exercent une activité économique, ce qui entraîne de facto l'application des règles en matière d'aide d'État. La jurisprudence de la Cour de justice européenne estime généralement que la construction d'infrastructures soumises ensuite à une exploitation économique doit être considérée comme une activité économique. Alors évidemment, c'est un peu complexe tout ça, mais en résumé, vous attaquez la Commission européenne. Alors nous sommes, en tant que petit port en Belgique, nous sommes solidaires de nos collègues. Et donc nous nous joignons à l'action qui a été intentée par les autres ports belges, avec comme fer de lance, évidemment, le port d'Anvers, qui, comme chacun le sait, est parmi les 20 ports les plus importants au monde. Hein. Donc effectivement, nous sommes solidaires parce que nous estimons qu'il y a matière à discussion. Maintenant, il faut être réaliste. L'État belge, si je suis bien informé, n'a pas cru devoir intenter un recours. Donc ce sont donc les ports qui sont fer de lance du recours, mais pas l'État fédéral qui a dit qu'il ne ferait pas de recours. Maintenant, les régions, elles, sont solidaires de leur port et on va essayer de voir s'il y a moyen de trouver une solution. Maintenant, voilà, c'est le dur monde de la concurrence, parce que d'où viennent ces critiques de la Commission? C'est parce qu'il y a le port de Rotterdam qui, ayant été soumis à l'impôt des sociétés, a vu en cela une concurrence déloyale de son meilleur ennemi, le port d'Anvers. Donc, il ne faut pas se cacher, on est dans un monde concurrentiel et nous estimons que nous devons être solidaires de nos collègues belges en l'occurrence. Vous la ressentez, cette concurrence ?
On la ressent, mais de plus en plus, je pense que le temps d'une concurrence bête et stupide est terminé. Par exemple, avec le port d'Anvers, nous, et le port de Liège, par exemple, sommes des ports complémentaires. On peut nous qualifier quelque part d'arrière-port. Le port d'Anvers a passé un accord de coopération avec nous, puisqu'il nous considère, à juste titre, comme une base arrière dans laquelle on peut avoir confiance et dans lesquelles on peut faire les trafics. Les trafics de notre terminal à conteneurs, les 30 000 boîtes qu'on fait chaque année, eh bien, ils vont tout de suite dans le port d'Anvers. Donc le port d'Anvers, c'est notre premier soutien pour qu'on fasse de plus en plus de conteneurs, puisque ce sont autant de camions évités dans le ring d'Anvers, qui est un des plus embouteillés du monde. Donc il y a une concurrence, mais si elle est saine et qu'elle est bien comprise, on doit dépasser cela. Je veux dire aussi qu'ici maintenant, les ports doivent s'unir et aussi avec leur ville. Moi, je suis, en tant que président de l'Association internationale des villes et ports, je suis un fervent défenseur de l'interaction entre la ville et le port. Il est fini le temps où les ports vivaient en autarcie sans tenir compte de la ville et vice-versa. Donc un citoyen et un élu bruxellois doit être fier de son port. Et le port doit s'ouvrir à la ville et à la région. C'est le sens du plan Canal qui est porté par notre autorité de tutelle, par exemple. Donc ce genre de concurrence au départ doit être dépassé par des synergies qui font en sorte que, à mon avis, les villes qui vont mieux s'en sortir demain, ce seront les villes portuaires. Il est clair qu'on est passé au 19e siècle d'un siècle des empires au 20e siècle à un siècle des États. Moi, je prédis que le 21e siècle sera le siècle des villes. Et les villes qui s'en sortiront mieux, ce seront les villes qui seront connectées à un hinterland portuaire. Johan, sans encore trop tomber dans les chiffres, mais vous êtes un petit peu penché malgré tout sur la comptabilité du port. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a des bénéfices. Ils sont légers, mais il y a quand même des bénéfices. Alors, une petite question, peut-être un peu technique, mais vous avez aussi une perte d'exploitation qui est assez élevée et qui est récurrente de 2 millions par an. Alors, comment ça s'explique? Alors, en fait, c'est dû à la particularité du port. Quand on a créé le port en 1993, c'était dans le cadre de la régionalisation des voies hydrauliques. Et les deux autres régions ont créé une administration des voies hydrauliques. Dans sa grande sagesse, le gouvernement bruxellois à l'époque a dit « ça ne sert à rien de créer une nouvelle administration alors que le port a toutes les connaissanmes que pour pouvoir entretenir et draguer le canal ». Mais évidemment, le port a reçu en compensation des dotations, puisque nous sommes presque autosuffisants. Donc nous payons notre personnel avec nos droits de concession chaque année et nous en sommes très fiers. Mais pour entretenir et draguer le canal, ça coûte quand même presque 4 millions chaque année pour draguer 40 000 mètres cubes chaque année. Eh bien, il a fallu avoir des dotations complémentaires. Et donc c'est de cela que parle cet aspect-là des choses. Et j'ajouterais aussi que c'est une des fonctions qui est méconnue dans le port, mais le port sert aussi de bassin d'orage. C'est le plus grand bassin d'orage de la région. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'inondation à la Bourse, par exemple. Parce que quand il y a des fortes crues, eh bien, les égouts, quand ils débordent, ils se jettent dans le canal. Ce qui veut dire évidemment des frais supplémentaires pour draguer, mais c'est un rôle important aussi qui fait notre fierté. Et le port est aussi un port de plaisance. Et puis, il y a cette fameuse jetée qui est en train de se construire, qui avance bon train, on l'a vu la semaine dernière, qui devrait accueillir des croisières. Alors nous, on s'interroge. Ah, tout à fait. Alors vous construisez un terminal pour des touristes finalement, oui. Pour les croisières fluviales, mais vous le construisez vraiment très loin du centre-ville. Alors est-ce que ça a du sens de le construire si loin ? Oui, ça a du sens et ça a fait l'objet d'une étude. Donc on a fait étudier la chose, c'était le meilleur site possible. Alors pourquoi? Parce que parce que d'abord, il faut que les bateaux puissent arriver là. Donc il y a des ponts après. Et avant cela, vous n'avez que des quais marchands. Et les quais marchands doivent rester à l'activité marchande. Aujourd'hui, bon an, mal an, on tente de les utiliser parce qu'il y a déjà du trafic de bateaux de croisière, grosso modo pour 10 000 passagers par an. Mais en créant à cet endroit-là un terminal dédié de 240 mètres de long uniquement aux bateaux de croisière, on va permettre de booster l'activité touristique. Et donc c'est aussi une des facettes... Les touristes, ils vont débarquer là, ils sont super loin. Non, comment vous allez les amener dans le centre? Eh bien ça va aller parce qu'on a évidemment discuté avec les opérateurs. Donc les opérateurs sont très confiants. Ils espèrent tripler la fréquentation. Donc on passerait 10 000 aujourd'hui. On reçoit 10 000 touristes par voie fluviale aujourd'hui. Donc on va passer à 30 000. 30, 35 000, voire plus, assez facilement. Et en fait, c'est un
produit tout fait. Donc, les touristes arrivent au terminal, ils débarquent à leur aise au terminal, il y a des bus qui les attendent et qui les conduisent là, bien entendu. On est fâchés, là. Non, parce que il y a une question de timing par rapport à tout ça. Et en fait, mais on est déjà presque au cœur de la ville. Les bus vont aller jusqu'à la Grand Place. Les croisiéristes vont consommer et on estime que ça va rapporter à l'économie touristique bruxelloise qui en a besoin, et on participe de cette logique-là, grosso modo, plus de 5 millions de recettes supplémentaires par an. Oui, mais vous loupez le coche d'augmenter le trafic sur la voie d'eau, des navettes qui viennent jusqu'à Danseur. En fait, je ne sais pas aller au-delà avec les bateaux. Transport en commun, intermodalité. Oui, mais quand vous avez un produit fini, vous savez bien que les touristes aiment bien être pris en charge de A à Z. Et donc, petits bateaux effectivement, mouches, on peut l'imaginer. Moi, je n'ai pas de souci, mais ça, c'est à l'opérateur à le faire. Donc, le port de Bruxelles a, et ça a pris du temps, mais on est très fiers de pouvoir dire, OK, cet investissement de 5 millions qui a été subventionné par le Fonds européen de développement régional, c'est important de le souligner, eh bien, il est en phase de finalisation. Et donc, l'année prochaine, à l'ouverture de la saison touristique, eh bien, on va avoir un nouvel outil. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'on est dans une phase de construction qui est assez rare que pour être souligné. On a à peu près, grosso modo, pour 30 millions d'investissements dans des infrastructures nouvelles portuaires cette année-ci et l'année prochaine. Et donc ça, c'est le fruit d'un long travail. Et Dieu sait que tout prend du temps à Bruxelles. C'est le fruit d'un long travail, mais on aboutit, par exemple, avec ce beau terminal. On a un village de la construction qui va être construit. On a un terrain de 8 hectares en plein cœur, tout près de Tours et Taxi, qui est en train d'être viabilisé. Et ce faisant, ça permet à cette nouvelle entreprise portuaire d'investir quelques 140 millions dans le domaine portuaire. Et donc, ça crée de l'emploi, de la valeur ajoutée. Et donc, nous remplissons notre rôle au service du citoyen. Parce que, en l'occurrence, c'est ça l'objectif final, c'est que le citoyen bruxellois ait les avantages de notre gestion. Vous êtes intarissable, Monsieur Mathis, mais voilà, on n'a pas le temps de développer tous les projets du port de Bruxelles. Merci en tout cas à Johan Condens d'avoir été notre expert économique aujourd'hui sur ce plateau. Merci aussi à Monsieur Mathis d'avoir été le Big Boss du jour. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. À bientôt.